La plus grande différence entre vendre à des C-level et la vente B2B en général, c'est l'exigence dans la communication. Et là, normalement, la question qu'on se pose, c'est comment être impactant et gagner l'attention des dirigeants et des C-level les plus exigeants. Ils ont très peu de temps, ils réfléchissent très vite et ils sont très bien informés. Et tout le monde n'est pas préparé pour ça. Pour répondre à cette question de comment dialoguer avec les dirigeants, je me suis inspiré des plus grands cabinets de conseil au monde, dont c'est le métier de parler tous les jours aux dirigeants de groupes internationaux, des sociétés comme le BCG, Bain ou McKinsey. C'est du côté de McKinsey que j'ai décidé de m'attarder puisque Barbara Minto, une ex-consultante du groupe, a écrit un livre, c'est ce livre qui s'appelle The Pyramid Principle. Dans ce livre, elle explique comment chez McKinsey, les consultants apprennent à réfléchir et à communiquer avec les dirigeants les plus exigeants. Et justement, elle y révèle un concept clé dont on va parler aujourd'hui, c'est la communication top-down. Si vous savez hiérarchiser les idées de manière logique, claire et concise, communiquer en commençant par la fin, vous saurez communiquer avec des décideurs des grands groupes. Bah là c'est bon, on peut arrêter la vidéo, j'ai tout dit. Les trois éléments importants dans ce que je viens de dire, c'est la hiérarchie, la logique et le mode de communication. Pour avoir une communication qui soit claire, qui soit efficace, c'est très important d'hiérarchiser l'information. On ne veut pas mettre des informations de bas niveau avec des informations de haut niveau. Et ça c'est un piège, parce que souvent on a tellement travaillé, on a tellement trouvé de choses, remué beaucoup d'informations qu'on a envie de tout raconter. Eh bien non, la hiérarchie de l'information, elle peut se faire très facilement sous la forme d'une pyramide. En bas, on va mettre toute l'information brute, tout ce qui existe, qui est à notre disposition, qu'on peut trouver. Dans notre exemple, on va mettre la liste des caractéristiques de votre produit. Caractéristiques A, B, C, D, E, on met tout sur la table. C'est toute l'information. Ensuite, on va regarder cette information brute et on va essayer de lui donner un sens, de ranger la donnée dans des groupes logiques. Une fois qu'on a des groupes logiques, il faut leur donner un nom et un sens. C'est la partie des insights, on remonte d'un cran dans la pyramide. Ces insights, c'est les piliers de votre conclusion qui sera donc tout en haut de cette pyramide. Et c'est dans ce sens-là que vous travaillez. Vous prenez de la donnée, vous la remuez dans tous les sens, vous trouvez des groupes logiques, vous les rechangez, vous leur donnez un nom pour tirer des sous-conclusions qui vous emmènent ensemble à la conclusion principale de votre point. En l'occurrence, quand on vend par exemple, la conclusion principale, c'est cet accompagnement aide-les SaaS à accélérer leur croissance. Ça, c'est la chose principale. Et en dessous, mes insights, c'est on va gagner du temps sur la découverte des process. On va construire la bonne équipe et on va implémenter des méthodes performantes. Ça, c'est mes 3 insights. Je justifie comment j'augmente la croissance des entreprises. J'ai 3 insights, 1, 2, 3. Et ensuite, si je veux creuser, je vais expliquer comment je fais A, B, C, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est pensé, on va rentrer dans le détail. Il n'y a pas vraiment de limite aux ramifications. Mais ce que vous voyez que je viens de faire dans cette hiérarchie, dans cette pyramide, c'est pour ça que ça s'appelle The Pyramid Principle, c'est que moi j'ai construit mon raisonnement du bas vers le haut, et quand je la communique aux gens, je la communique du haut vers le bas. Et bien c'est exactement ça, communication top-down. Si on est en face d'un décideur et qu'on doit communiquer avec lui, il faut toujours s'imaginer qu'il peut quitter la conversation d'un moment ou un autre. S'il quitte la conversation, qu'est-ce que j'ai d'abord envie de lui laisser comme idée? Avec quoi il doit repartir? Ma conclusion, l'objectif, ce que j'ai en tête. Si j'ai plus de temps ou s'il me pose des questions, je suis prêt à répondre en redescendant dans mes ramifications. Ce principe de la pyramide, il faut l'imaginer comme un organigramme géant. Et souvent quand je parle des top performers commerciaux, je parle de 2 qualités qu'ils doivent avoir, c'est l'esprit d'analyse et la capacité de synthèse. L'esprit d'analyse, c'est pouvoir regrouper et trouver cet océan de données. L'esprit de synthèse, c'est d'avoir des paquets comme ça homogènes qui donnent lieu à une conclusion logique. Voilà pourquoi je pense que les top performers commerciaux doivent avoir ces 2 caractéristiques. C'est assez compliqué de ne pas mélanger les informations importantes dans un amas d'informations secondaires. C'est assez difficile à faire parce que souvent on a envie de tout dire, on a envie de tout raconter. Tellement il y a une prouesse technique, tellement il y a eu des difficultés pour arriver à cette conclusion géniale. Et ça, c'est une erreur dans la communication. Votre CEO, votre C-level, il n'en a pas grand-chose à faire en fait. Et c'est pas parce que c'était très dur à faire que le résultat il est meilleur. Lui, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire moi avec ce qu'ils sont en train de me dire. Alors on parlait de l'analyse et des groupes. La logique, quand on a les codes, c'est facile. Il y en a 2 types qu'il faut garder en tête. Il y a la logique inductive et la logique déductive. La logique déductive part d'une affirmation générale pour en arriver à des conclusions spécifiques. Par exemple, tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. L'exemple que je viens de vous donner, c'est un cas spécifique de logique déductive qui s'appelle un syllogisme et qui a été introduite par notre ami Aristote. Cette logique comporte 3 éléments, 2 prémices et une conclusion. L'avantage de ce type de logique, c'est que ça offre une clarté immédiate et un raisonnement implacable. Si les prémices sont vraies, la conclusion est forcément vraie, et ça c'est génial. L'agencement en 3 parties offre beaucoup de clarté à celui qui nous écoute, et on arrive à avoir des conclusions qui sont précises, qui sont fiables. Ça c'est intéressant. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir cette logique déductive. C'est là qu'intervient la logique
inductive. La logique inductive, elle fonctionne de manière ascendante. On va plutôt faire des observations spécifiques et ça va nous mener à une conclusion générale. Par exemple, il y a 10 cas où cette méthode a apporté plus 10% de croissance, donc cette méthode peut apporter 10% de croissance de manière générale. C'est un type de logique qu'on utilise quand on fait des observations. Et ça c'est pratique parce que dans le monde du business, c'est beaucoup comme ça qu'on réfléchit. Alors c'est pas parce que les 10 fois où j'ai appliqué la technique, ça a fonctionné à plus 10% que ça marche toujours. Là on est sur un raisonnement qui est pas implacable malheureusement, mais en revanche, pour beaucoup de gens, c'est assez logique de se dire que si elle l'a toujours fait, elle pourra continuer de le faire, même si on n'en a aucune certitude. La logique inductive, elle est plus flexible, moins implacable, mais surtout plus réaliste. Deux exemples en contexte professionnel. D'abord avec la logique déductive, tous les projets avec une bonne gestion de temps réussissent. Or, ce projet a une bonne gestion de temps, donc ce projet va réussir. Logique déductive. Encore une fois, ça marche que si les prémices sont vraies, sinon tout le raisonnement tombe à l'eau. Logique inductive maintenant, ce projet A avec une bonne gestion de temps a bien réussi, ce projet B avec une bonne gestion de temps a bien réussi, ce projet C avec une bonne gestion de temps a bien réussi, donc conclusion, les projets avec une bonne gestion de temps réussissent. Dans la plupart des cas, vous pourrez utiliser l'une de ces deux logiques pour faire valoir vos points. Pour finir sur les raisonnements, il y a une activité qui est hyper importante, c'est ce fait de regrouper les données. On a cet océan, on a ce lac de données et on a besoin de comprendre ce qui s'y passe, de faire des groupes homogènes. Et la caractéristique d'un groupe idéal, c'est qu'il est MICI. MICI, c'est un acronyme qui veut dire mutuellement exclusif et collectivement exhaustif. Vos groupes, vos insights doivent être MICI. Mutuellement exclusifs, c'est-à-dire qu'une donnée qui est dans un groupe ne peut pas être en même temps dans un autre groupe. Chaque donnée ne peut être que dans un groupe. Collectivement exhaustif, ça veut dire que à eux tous, les groupes représentent la totalité de la donnée qui existe. C'est le propre de l'analyse et de la hiérarchie parfaite. Moi, je trouve que ce concept de MICI, il a beaucoup d'applications. Donc si on aime la rigueur, faut pas hésiter à l'utiliser. Pour voir si vous avez bien compris le principe de la pyramide et la communication top-down, on va faire deux exercices. L'exercice des sports et l'exercice de la vente B2B. Je vais vous afficher à l'écran une liste que vous allez essayer de retenir. Ça, c'est la forme la plus pure de la donnée. C'est le tout bas de la pyramide. Si vous essayez de communiquer là-dessus, ça va être difficile pour la personne qui vous écoute de tout retenir. Elle sait pas ce qui est important, pas important, et elle pourra probablement pas retenir tous les sports. Maintenant, étape 1, on va essayer de trier la donnée pour lui donner un sens. Comment feriez-vous? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des sports de combat, il y a des sports d'athlétisme, et il y a des sports portés. Elles sont MICI, ces catégories, parce qu'on peut pas mettre un sport de combat dans aussi un sport d'athlétisme, on peut pas mettre un sport porté dans un sport de combat, par exemple. Il n'y a pas d'exemple. Il y en a sûrement un si vous allez chercher, mais a priori non. Et ensuite, ces trois catégories, elles représentent l'entièreté de la donnée disponible. On a donc bien choisi notre catégorie. Donc on est remonté à un niveau et déjà, vous voyez que dans la communication, ça va être plus simple. Ce que je vais aller voir au JO, c'est les sports de combat, les sports portés, les sports d'athlétisme. Maintenant qu'on a ces trois catégories, l'idée clé qu'on veut passer, c'est j'ai réservé mes sports favoris pour les prochains Jeux Olympiques. Là, on a construit notre pyramide dans un sens. Si maintenant tout ce plan qu'on a fait, la liste des sports, etc., on doit la communiquer avec quelqu'un qui rentre dans la pièce, eh bien on va faire l'inverse, on va redescendre la pyramide. D'abord, on va dire j'ai réservé mes billets pour mes sports préférés pour les prochains Jeux Olympiques. Il y a les sports de combat, il y a les sports portés et il y a les sports d'athlétisme. Dans les sports de combat, ABC. Dans les sports portés, ABC. Dans les sports d'athlétisme, ABC. C'était un exemple et je vous propose maintenant de faire la même chose avec un cas de vente B2B. Le deuxième exercice, vous allez le faire vous-même et vous allez imaginer comment on pourrait communiquer sur une démo avec l'approche top-down. Vous allez faire une liste de fonctionnalités de votre logiciel et vous allez remonter le raisonnement jusqu'à l'idée clé. Évidemment, là on ne fait que 3 étages à notre pyramide, mais conceptuellement on peut y en avoir beaucoup plus. C'est en fonction de la complexité de la donnée et c'est à vous de vous adapter pour trouver ce qui vous convient le mieux. Dans ces raisonnements et cette communication, il faut aussi intégrer le fait qu'il peut y avoir des limites, même si c'est très bien construit et rigoureux, il y en a toujours, et le communiquer à la personne qui vous écoute, c'est une forme de sagesse et ça donne confiance. Donc prévoyez les cas où votre théorie ne fonctionne pas, parlez-en, expliquez peut-être les solutions de contournement. C'est là qu'on se dit ah oui, ils ont pensé à tout. C'est là aussi où on vous pardonne plus facilement les limites de votre idée, de votre méthode, de votre produit. La deuxième chose que je vais ajouter, c'est que quand vous parlez de vos insights, de vos idées clés, c'est important de donner des anecdotes et des histoires. On retient beaucoup plus facilement les histoires et c'est là qu'intervient le storytelling. Mais le storytelling ne vient qu'après la phase d'analyse, de synthèse des idées. On habille avec du storytelling pour maintenir l'intérêt de nos dirigeants, nos C-level. Pensez à rédiger vos related success stories pour partager plus facilement les anecdotes qu'on peut échanger avec les clients même quand on ne les a pas vécues. Ça permet de transmettre dans les équipes ces histoires importantes à partager avec le client. Même si on a envie de partager les prouesses de notre produit, la qualité de notre travail, la profondeur de notre analyse, ce qui intéresse les dirigeants, c'est le résultat final. C'est pour ça que généralement on démarre des présentations par ce qu'on appelle les executive summary. Être capable de pouvoir capturer ce qu'il y a de plus important dans une idée clé. Si vous savez hiérarchiser les idées de manière logique, claire et concise et que vous les communiquez en commençant par la fin, vous mériterez l'attention des dirigeants et des C-level les plus exigeants.